Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Le soleil de Rome est couché, notre jour est passé. Nuages, brumes et dangers accourés. Notre œuvre est terminée. Shakespeare dans Jules César. Il est très difficile pour les gens de la génération des jeunes d'aujourd'hui, entre 16 et 45 ans, de pouvoir évaluer la dégradation du pays à sa juste situation. La vie en société et les pouvoirs publics d'aujourd'hui ne sont pas comparables avec la vie en société et les pouvoirs publics d'avant la fin des années 70. Quand les fonctionnaires français sont partis massivement en 1962, tout le monde s'attendait à l'effondrement de l'administration et donc de la disparition de toutes les fonctions et servitudes dévolues au pouvoir public. Ce ne fut pas le cas, bien au contraire. Les fonctionnaires algériens ont pu relever admirablement le défi. Ils ont presque tous accédé aux postes désertés par les pieds noirs. Ils sont montés en grade un peu malgré eux pour pallier à la vacance générale. Et malgré leur peu de formation, de qualification, ils ont réussi à maintenir le bateau Algérie à flot. Les routes, les hôpitaux, les écoles, l'hydraulique, les réseaux électriques, les transports publics, l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées, la gestion des forêts, la gestion de l'eau potable, la sécurité publique, les services urbanistiques, la gestion des villes et des espaces verts, les cinémas, les théâtres, l'entretien des plages, et je passe sur le reste. Tout fonctionnait normalement, admirablement, malgré le peu de ressources publiques. Les hôtels étaient propres, les restaurants étaient tenus à des règles sanitaires très strictes. La circulation automobile obéissait au code de la route. La corruption des fonctionnaires était une pratique inconnue des Algériens. Les magistrats étaient dignes et intègres. Les maires étaient des exemples de probité. Personne ne pouvait installer un baraudage à ses fenêtres ou à son balcon, ni même rajouter une seule brique sans autorisation, et personne ne le faisait. Il n'était même pas imaginable de construire sans permis de construire. Les villes étaient propres, bien administrées. En somme, c'était une autre Algérie, même si le régime politique était despotique. Mais ce qui ne fait pas de doute est que la dégradation a commencé très tôt, initiée par le régime, qui dès l'indépendance avait mis en place un système de corruption insidieux pour se rallier ceux qui lui étaient hostiles. Ce fut le cas, entre autres, des faux moudjahidines. Pour noyer dans la masse les authentiques moudjahidines, il avait donc entrepris une vaste opération qui consistait en l'acquisition des attestations communales pour de faux moudjahidines. Il suffisait de ramener de témoins pour faire partie de la famille révolutionnaire, comme ils disent. Et c'est ainsi que le ver entra dans le fruit. Et chaque jour, mais de façon presque imperceptible, la vie en société commença à se dégrader, les abus à s'installer et les transgressions à oser de plus en plus. Puis, d'année en année, la situation se mit à dégénérer, de plus en plus massivement, de plus en plus gravement. Ce fut la bousculade.
Les valeurs sociales se démodèrent et l'Aqfaza devint le nec plus ultra de la réussite sociale. Mais nous avons connu une autre Algérie, quoi qu'on puisse dire. Et pour ceux de nos compatriotes qui n'ont pas connu ces temps malheureusement révolus, je veux juste leur dire que dans les années 60 et 70, il pleuvait infiniment bien plus qu'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais vu, personnellement, d'inondations comme on en voit aujourd'hui. Même les crues des Oued étaient un tant soit peu contrôlées. Nous ne savions pas ce qu'étaient les pénuries d'eau. Nos hôpitaux étaient des établissements respectables où les malades étaient soignés avec conscience. Nos écoles formaient des citoyens cultivés. Nos routes étaient sûres et aucun entrepreneur ne pouvait en réaliser une qui puisse se dégrader après quelques semaines seulement. Il aurait tout perdu. Mais nombreux parmi nous avaient vu venir la ruine et la déchéance. Nombreux nous l'avaient annoncé. Notre pays a été dévasté, de fond en comble. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et plus il a eu d'argent, plus sa chute s'est accélérée, plus ses valeurs ancestrales l'ont déserté, plus l'anarchie s'est installée dans les mœurs, transformant une société délicate et policée en jungle. Nous sommes aujourd'hui au fond du trou, dirigés par des apprentis sorciers qui nous avaient promis la pluie alors qu'ils faisaient tomber la grêle dévastatrice sur nos champs et nos vies. Ils sont dans un aveuglement politique proprement suicidaire. Ils ne voient même pas que chaque jour, encore plus, nous fonçons vers l'inconnu, vers de sombres inconnus. J'ai froid mon pays, j'ai froid, faut-il le fêter ou bien le maudire? J'ai cherché dans le livre qui sert au creux de ces versets. Algérie entre
Pénurie d'eau et inondation, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Idir Ounoren, analyste politique. Idir, merci d'être là. Bonsoir M. Benchenouf, merci pour votre invitation. Merci à vous. On me fait savoir que votre voix était très grave ce soir, que vous étiez peut-être en train d'annoncer un deuil, et j'ai rassuré la personne en disant que c'est la gravité de la situation du pays qui vous met dans cet état. Voilà, je tenais à vous le dire. Absolument, vous avez tout dit, c'est Nadou réellement tellement grave. Voilà. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, néanmoins observateur politique, ancien cadre du MDA 82-88. Brahim Younsi, merci d'être là. Très importante. Bonsoir, merci pour l'invitation de nouveau. Bonsoir à nos téléspectateurs et bonsoir à mon ami Idir, en attendant notre ami Karim. Karim qui va nous rejoindre bientôt. En attendant, Chaban Khassi, merci d'être là, Chaban. Et donc, bonsoir à Chaban, pardon. Bonsoir à Chaban. Bonsoir aux invités, Jamaldine, bonsoir à vous et aux téléspectateurs, téléspectatrices. Que vous dire après ces images très émouvantes sur cette très belle chanson d'Idir? Liberté qui revient sur l'actualité du week-end. La moindre pluie suffit pour inonder les chaussées, les axes routiers. Des scènes qui se répètent à chaque saison sans que des solutions définitives soient trouvées. Ce week-end, des pluies torrentielles, des orages violents ont frappé la région d'Alger. Selon Liberté, les fortes précipitations enregistrées samedi soir ont provoqué la mort de 4 personnes, paix à leur âme, un disparu et 43 personnes sauvées in extremis. D'importants dégâts matériels dans 14 wilayas, effondrement de maisons, des débordements de fleuves, des accidents de la circulation, des glissements de terrain et des inondations. Donc, Alger-Port, il est tombé 42 mm de pluie en une heure. Dans le quartier d'Hydra, c'est 76 mm. Et il faut savoir qu'à Ain Beinan, le cumul est encore plus impressionnant puisqu'il est tombé 216 mm d'eau, équivalent à 4 mois de précipitation. En novembre 2001, puisque je vous le disais, c'est régulier malheureusement en Algérie. Bab el Oued, 1 millier d'Algériens ont perdu la vie, des seuils variant de 4 à 5 mètres de hauteur. Parmi les cadavres humains, il y avait aussi ceux des animaux. Le ministre de l'époque, Ali Benflis, et le ministre de l'Intérieur, Yazid Zerouni, s'étaient fait huer au cri de pouvoir assassin sur l'ensemble du pays. À l'époque, en 2001, 5000 familles s'étaient retrouvées sans abri 18 mois plus tard, malgré les promesses. En mai 2002, beaucoup de familles n'avaient toujours pas été relogées. Quelques chiffres. En mai 2021, dernièrement, c'est 5 morts à Beni Slimane Médéa, une fille de 13 ans notamment. Donc plusieurs disparitions. Le 6 mars 2021, à Chlef, c'est donc des inondations de Jamaldine qui ont causé la mort de 10 personnes, donc en mars 2021, dont 2 femmes, 3 hommes et 5 enfants. En septembre 2019, le décès de cette jeune fille, on s'en souvient, piégée dans sa voiture, donc qui a perdu la vie à Bir Mourad Raïs exactement. Alors plusieurs causes, vous allez y revenir dans le détail, Jamaldine, avec vos invités, l'incivisme et le manque de vigilance des citoyens, mais pas que. Mais où est la responsabilité et le rôle des autorités? Entretien, rénovation et construction d'avaloirs et des conduites d'évacuation, curage qui ne se fait pas à la cadence qu'appellent notamment les nouvelles conditions météorologiques, notamment avec le réchauffement climatique. Il faut savoir que le 27 novembre 2018, voilà ce qu'a dit le ministre des Ressources en eau de l'époque, Hussein Nessib. Je cite, les oueds pollués par les déchets sont à l'origine de près de 60% des inondations. En septembre 2020, le ministre des Ressources, donc M. Beraki, voilà ce qu'il disait. La protection des villes contre les inondations est actuellement en cours d'actualisation. Je cite encore, les wilayas seront très prochainement dotés de camions pour pouvoir intervenir dans pareilles circonstances. Et malgré ces 311 milliards de dinars d'investissement d'ici 2030, eh bien, certains spécialistes font le constat, par contre, du rien ne bouge, notamment avant de vous quitter, Jamaldine, le professeur Abdelkrim Cheroum, président du club des risques majeurs, voilà ce qu'il dit. Oui, l'Algérie ne dispose toujours pas d'une véritable stratégie de prévention. C'est une honte. Depuis 20 ans, sur les 48 chefs-lieux de wilaya, 35 sont inondés chaque année.
Où est la loi d'avril 2020 qui prévoit les mesures de prévention des catastrophes donc, que l'on gère au jour le jour? Et ce qui est important, c'est qu'avec donc l'étude du groupe d'experts intergouvernemental, j'y arriver, sur l'évolution du climat, un organisme des Nations Unies, eh bien, ils ont sélectionné 20 points chauds, Jameldine, dans le monde, et l'Algérie, encore une fois, malheureusement, occupe une pôle position, une question qui se pose. Avec toutes ces décennies et ces années, est-ce que la mise en place de tous ces moyens a permis réellement de faire face à ces inondations? Bien, le constat ce week-end est que non, malheureusement. Il faut savoir qu'en 2004, il y avait 400 communes confrontées à ces inondations, et en 2021, il y en a 850. Et si mes souvenirs sont bons, M. Abdelkrim Cherroum, si c'est qui est président des experts en termes de risques majeurs, était passé dans une de mes émissions à Londres, je crois. Oui, il fut une époque, c'est vrai. Oui, où il m'avait déclaré que 80% du bâti, d'après l'indépendance, était construit sur des lits d'oued. Et je me rappelle, il m'avait même dit, y compris la grande mosquée de Bouteflika. Alors je vous confirme qu'il a répondu à Liberté aujourd'hui, et il reprend exactement ces nous le saluons et j'espère qu'il sera bientôt des nôtres. Mais sinon, Chaban, une petite remarque. Oui. Vous avez dit qu'à Ain Benyan, il y a eu l'équivalent en une nuit de 4 mois de précipitations. Oui, d'après les spécialistes. Je ne pense pas que ce soit d'après les spécialistes. C'est une information de propagande du régime pour justifier l'injustifiable. Aucun spécialiste au monde ne peut faire une telle déclaration. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que cela justifie réellement? Ce qui compte, c'est l'entretien, la rénovation et la mise en place. Mais on n'a pas idée d'annoncer qu'en une seule journée, il y ait 4 mois de précipitations. À moins que pour une journée d'hiver, il n'ait pris 4 mois de précipitations en été, par exemple. Mais à saison égale, c'est quasiment En tout cas, avant de vous quitter, ce qu'on relève aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est vraiment les moyens mis en place depuis des décennies. Il y avait en 2001 1000 morts, paix à leur âme, et ça continue encore. Donc réellement, où est la responsabilité de l'État dans toutes ces inondations? J'ai tenu à faire cette précision parce que c'est une des méthodes de ce régime pour enfumer les gens, quoi. C'est pour ça que on ne peut pas... Zour l'avait dit, si vous vous rappelez, cette fameuse déclaration, il avait dit, j'espère qu'on va nous la trouver, Nessérine. Il a expliqué ça parce que l'inondation venait de la mer, c'est-à-dire un tsunami en Méditerranée, et du ciel. Et il l'a fait avec une condescendance. Alors là, et il a rigolé à la fin. J'espère qu'on va nous retrouver celle-là de... Je l'ai envoyée tout à l'heure à Mounir. Et encore une fois, juste avant de partir, on n'a pas réellement entendu aussi les autorités rendre hommage sur les disparus de ce week-end. Comme à chaque fois, maintenant, ils ne présentent plus leurs condoléances. C'est devenu, n'est-ce pas, Brahim? Absolument. C'est triste. Merci, Chaban. Et nous allons voir quelques scènes. Bir Khadem, par exemple. Bir Khadem, la une. Nous avons plein de vidéos comme ça, nous n'allons donc pas toutes vous les montrer, mais regardez celle-là qui particulièrement, je ne trouve pas le mot, vous allez la regarder avec nous. هايدي بمدي صاحب الدار اللي هنا فتحة الحمراء عبطنا وصل موتو حتى مريبها منه ومنه قلت لنا ما عندكم حتى ها معليش جبت لنا ناقصنا بابا باش نعيشوا انا عايشين انا في الترنيب انا حياتي كاع عندي 44 سنه من حياتي كاع انا في الترنيب فهمت الدراري شوفوا يا خالتي شوفوا يا خالتي شوف حال الزوالي يا خالتي حال الزوالي ما تخبي والو ما يدي قالك ما عطيني سكن بدلتو نحن خمنا دبتو لنا نقولوا سكن عادي كان دومك من هذايا وراك المير وراك الشيء داير فرطاشي يا خالتي فرطاشي
Voilà, donc voilà, on passe sans transition entre des pénuries d'eau qui durent parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois dans certains quartiers, dans certaines villes, à des inondations comme celles que nous sommes en train de vivre en ce moment dans l'Algérois. Alors d'abord, avant d'en arriver au fait que nous sommes habitués à tout, que nous ne réagissons plus à rien, d'abord j'accueille Karim Naïtou Slimane qui vient de nous rejoindre, militant politique. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Djamaldine, bonsoir aux invités, bonsoir aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Merci. Donc d'abord, nous allons parler, après j'espère longuement, de cette disposition d'esprit des Algériens qui ne s'étonnent plus de rien, qui acceptent tout. On essaiera de comprendre pourquoi. Mais avant, pour ce qui est de ces inondations, à votre avis, elles seraient dues à quoi? À quoi seraient dues ces inondations à répétition chaque année pendant quasiment toute la saison froide? À votre avis? Il y a toujours eu des inondations, notamment à Alger. Je ne connais pas ce qui se passait dans les autres régions, mais aussi grave et aussi importante, il faut le dire, parce que c'est la réalité et la vérité. J'ai vécu personnellement une inondation à Alger, du haut de Bab el Oued, à Climat de France en particulier, en 1955. Aussi grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Et à l'époque, c'était encore pire, enfin c'est pire, c'est du pareil au même qu'aujourd'hui, parce qu'il y a aujourd'hui encore des habitations précaires. Et à l'époque, toute cette région, quasiment toute cette région, était j'allais dire, construite. Il y avait beaucoup de bidonvilles. À El Ketar, pour ceux qui connaissent, à Oued Khourich, pour ceux qui connaissent, à Fontaine-Fraîche, à La Boucherie et dans les hauts du Climat de France. Beaucoup de bidonvilles. Et en 1955, c'est beaucoup de ces bidonvilles-là qui ont été inondés et qui ont été emportés. Et il y avait des centaines de morts parmi la population musulmane, parce que c'est la population, comme on disait à l'époque, la population musulmane qui était, il faut le dire, parquée dans ces... Et à la suite de cela, Jacques Chevalier, qui était le maire d'Alger, avait commencé des travaux. Comme Diyar Saada, par exemple. Par exemple, mais Diyar Saada encore. Mais la cité Chevalier, elle porte d'ailleurs son nom, qui est dans le Climat de France. Certaines cités qui ont été construites, et en plus construites par un grand architecte, dit-on, Ferdinand Pouillon. Et Pouillon a construit des cités aussi où on parquait les musulmans que nous sommes, dans des cités comme Diyar Shams. Oui. Comme Diyar Saada, vous l'avez dit, voilà, il y a Diyar Saada, Diyar Shams. Je crois du moins, je n'en suis pas sûr. Oui, ce que j'ai entendu dire. Non, c'est lui qui a construit Diyar Saada, il n'y a pas de doute. Il a construit la cité Chevalier, il a construit Diyar Shams, il a construit Diyar Kef que je connais bien. Donc, des cités où l'on a parqué encore des musulmans. Et quand il tombe beaucoup d'eau, il y a des précipitations, ça inonde. Et ça inonde le bas de Bab el Oued, le Triolet, etc., la Baseta, du côté de la mairie de Bab el Oued, etc. La Mirotée, tout ça, non, surtout le haut, tout ça, ce que moi j'ai vécu. Tout cela est inondé. J'allais à l'école, on mettait des pierres et des planches. Mais Brahim aussi, généralement, c'est comme en Europe, il y a des inondations aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est dû à de très fortes précipitations qui sont dans les bassins versants et qui vont vers les oueds, qui débordent à ce moment-là et ça provoque... Mais ce n'est pas ce qui se passe à Alger en ce moment. Parce que les inondations telles que nous sommes en train de les vivre en ce moment, telles que la population d'Alger est en train de les vivre, l'Algérois, c'est surtout à cause de l'absence ou le défaut ou l'insuffisance des réseaux d'évacuation des eaux de pluie. Je suis entièrement d'accord. Par exemple, en Europe, je finis. En Europe, par exemple, quand il y a des inondations en France, ou en Allemagne, ou en Irlande, ou en Angleterre, ou au Canada, c'est généralement le débordement des fleuves. C'est normal. Mais en ce qui concerne l'Algérie, ce n'est pas des débordements de fleuves, ce sont juste des précipitations, et qui ne sont rien du tout par rapport à la moyenne, par exemple, en Europe.
Mais allez-y, je vous en prie. C'est vrai. Mais le problème en Algérie, et j'ai lu ces tout derniers jours, j'allais dire au moins, et c'est vrai, 5 thèses et des mémoires faits en Algérie et en Europe par nos compatriotes sur ces questions d'inondation. Et pratiquement tous mettent en cause notamment les ruissellements ou le ruissellement des eaux parce qu'il ne s'infiltre pas dans les sols. Alors que les terres ne sont même pas gorgées. Oui, alors que les terres ne sont pas gorgées. Absolument, absolument. C'est ça le gros problème. Ensuite, bien sûr, les habitations précaires, et non seulement les habitations, ça c'est sur la question des victimes. Oui. Et puis, bien entendu, un certain nombre d'oueds sur lesquels on a construit des habitations. 80%, on a construit, comme vous l'avez dit, le spécialiste. Comme l'a dit le président du club. Dans les lits d'oued, on a construit des immeubles, on a construit des habitations. Oui, des zones inondables. Vous le savez comme moi ou mieux que moi, on a même construit un grand tronçon d'autoroute sur un oued que je connais bien, c'est l'oued Khorish, qui était bien entendu asséché, et puis on a construit un grand tronçon de l'autoroute. Est-ouest, comme en tout cas, c'est une sortie et une entrée vers l'autoroute. C'est quand même assez dangereux. Tous ces spécialistes que j'ai lus, dont j'ai parcouru les travaux ces 4 derniers jours, mettent en cause sur le nombre des victimes. Et tous parlent de faits gravissimes. Ce sont ces constructions. Et les réseaux. Et les réseaux, évidemment, les avoirs, les évacuations. Tous les réseaux sont défectueux. Et tous en parlaient. Il y a d'autres raisons. Bien sûr, il y a d'autres raisons et les termes sont techniques que je n'ai pas notés. Oui, mais on va essayer de... Et c'est surtout ce ruissellement, cette infiltration qui ne se fait Alors, pas. avant de donner la parole à Elie, en 2019, et ce n'est que le budget de fonctionnement du secteur de l'hydraulique. Budget de fonctionnement, pas d'équipement, seulement de fonctionnement. En 2019, 20 milliards de dinars. L'équivalent de 107 millions de dollars. L'équivalent en centimes, 2000 milliards. En 2020, 13 milliards de dinars, l'équivalent de 102 millions de dollars, l'équivalent de 1300 milliards de centimes. En 2021, 14 milliards de dinars, l'équivalent de 1400 milliards de centimes. Et ça, ce n'est que le budget de fonctionnement. Juste ça, il faut dire que, et tout le monde le sait, qu'Alger est dans une cuvette. Comme le dit une spécialiste qui a soutenu un doctorat sur la question des inondations en Algérie, j'ai retenu son nom, Mme Mouhiba Menad, qui a parlé spécialement parce qu'elle fait un travail universitaire, une thèse de doctorat sur la région ouest d'Alger. Donc, sur ce qu'elle appelle le massif de la Bouzaria. Et quand les eaux, effectivement, déferlent c'est un bassin versant. Oui, absolument. Du massif de la Bouzaria ou du Frévalon ou de ce que nous appelons le Djebel Koukou, etc., tout cela se déverse. Sur Bab Loued. Et les inondations arrivent jusqu'aux 3 horloges, et très souvent sont arrivées jusqu'aux 3 horloges. Juste une remarque sur ce point, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit véritablement l'explication, parce que si c'était le cas, pourquoi avant, dans les années 80, 70, il n'y a pas eu autant d'inondations qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je pense que... Dans Alger du bas, nous ne parlons pas des hauteurs. Il y a quand même un dérèglement climatique, il faut le dire. Il y a un dérèglement climatique. Il ne pleut pas plus en Algérie. Si vous me laissez le temps, je pense qu'il y a une explication qui va peut-être étonner plus d'un, mais qui est en réalité même techniquement très très valide. C'est que sur cette question notamment, parce que tout à l'heure j'ai eu quand même l'occasion de m'entretenir avec un Algérien, un professeur ici à l'université de Bordeaux qui connaît un peu vraiment ces matières-là. Il m'a donné une explication technique tout à fait plausible. Je vais vous la donner, mais j'aimerais d'abord faire un très bref historique pour comprendre cette crise à laquelle, parce que ça c'est le signe d'une crise. Nous sommes arrivés à l'une des dernières étapes de la faillite de ce système.
dans les années 60, il y avait une faillite déjà, la politique qui a été adoptée par ce régime, par ce système en 1960, en s'accaparant la révolution et en détournant la révolution du peuple, c'était une faillite philosophique de ce système. Le modèle de l'État algérien était mal construit. Cette faillite philosophique s'est prolongée dans le temps et la réponse a été le despotisme, l'État despotique. Ça a donné dans les années 90 une faillite politique. C'était la faillite politique. On est passé de la faillite philosophique à une faillite politique dans les années 90. Et encore une fois, la réponse a été la violence. Et puis, cette faillite politique des années 90 a donné par la suite la faillite économique. C'est dans les années 90 qu'on a démembré, si vous voulez, le boumedianisme. Ce qui tenait un petit peu économiquement. Au moins, on avait des sociétés de production. Donc on est passé à la privatisation à outrance, et puis ça a donné la faillite économique. Donc on passe d'une faillite philosophique, puis dans les années 90 à une faillite politique, et puis l'ère Bouteflika, c'est l'ère de la faillite économique où plus de 1000 milliards de dollars ont été dépensés sans rien apporter au quotidien des Algériens. Mais là maintenant on passe de la faillite économique à une faillite technique. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que là, je vais vous donner quelques données pour comprendre la situation actuelle dans laquelle nous allons nous retrouver. L'État, Djemeldine, est en faillite technique. On va regarder les 3 derniers mois. On ne va pas aller très loin dans le temps. Les 3 derniers mois. Les feux de forêt. L'État n'arrive pas à faire face à un phénomène qui se reproduit en Algérie depuis des années. Plus de 200 victimes. Plus de 200 victimes. Plus de 500 millions de dollars de pertes. Faillite technique de l'État. L'État n'arrive pas à répondre techniquement. Et puis par la suite, la crise Covid, la crise des respirateurs. Combien d'Algériens ont été victimes de cette crise, qui est aussi une crise technique de l'hôpital algérien? On est arrivé à un point où les Algériens, les citoyens, devaient acheter du matériel médical pour les hôpitaux de l'État. Et puis par la suite, la crise Air Algérie, faillite technique de l'entreprise de l'État. Il y a eu plus. Et sur le Covid, on ne sait même pas, pour revenir sur le Covid, on ne sait même pas le nombre de victimes. Tous les États, un peu partout dans le monde, ont fourni des chiffres. Nous, on ne sait pas. Est-ce que c'était 10 000, 20 000, 30 000 victimes? On ne sait pas. Sur le dossier Air Algérie, faillite technique aussi. Plus de 2 500 000 Algériens qui sont restés coincés un peu partout dans le monde, ils n'ont pas pu rentrer en Algérie à cause de la faillite technique de la société nationale. Et puis là viennent les inondations. Là viennent les inondations. Qui est pareil? C'est un problème, c'est une faillite technique de l'ingénierie de l'État. Et sur ce dossier notamment, vous allez voir comment le problème politique, la faillite politique se traduit par une faillite économique, la faillite économique par une faillite technique. Ce qui s'est passé à Alger, c'est le résultat d'une mauvaise politique d'urbanisation. Ce qui s'est passé à Alger, c'est une mauvaise politique d'urbanisation. Là, j'ai les chiffres. Alger, c'est 363 km². En 1980, il y avait 1 500 000 habitants. En 2020, ça passe à 4 millions d'habitants. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que, et là, Tebboune, le président désigné, est directement mis en cause dans ce dossier parce qu'il était ministre d'Habitat, responsable de la politique d'urbanisation pendant, à mon avis, 16 ans. Une dizaine d'années. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc c'était lui qui était le responsable sur cette politique. La politique, elle a été marquée par quoi? Elle a été marquée par une artificialisation excessive du sol. On passe d'un sol artificialisé à 20%, c'est-à-dire les surfaces bétonnées. On passait de 20%, c'est-à-dire à Alger, il y avait 20% d'espace artificialisé et 80% de sol, ce qu'on appelle le sol perméable. C'est-à-dire, tout simplement, les eaux de pluie, quand elles tombent, elles sont absorbées par le sol. En quelques années, on passe à 80% de surface artificialisée, bétonnée, construite, bâtie. Et donc là, on se retrouve avec un sol algérois imperméable. Il n'arrive plus à éponger. Il n'arrive plus à éponger. Et parallèlement, avec toute la corruption qui a eu lieu dans ces dossiers,
il y avait un problème d'ingénierie, c'est-à-dire on passe à un sol à 80% artificialisé, bétonné, donc mais on l'eau met ne s'infiltre pas, l'eau ne s'infiltre pas, et on ne met pas de solution d'ingénierie parallèle. Des évacuations. Voilà. Donc c'est un État, tout ça, parce que, et là je reviens à ce que disait Chaaben tout à l'heure, avec lequel je ne suis absolument pas d'accord sur les chiffres, et vous avez bien fait de relever cette remarque, parce que les pluies qu'il y a eu, là, pareil, j'ai cherché un peu avec nos spécialistes et ils m'ont dit que la pluviométrie, c'était de 100 millilitres. C'est-à-dire qu'il y avait l'équivalent d'1 litre d'eau par 1 mètre carré. Ce qui n'est pas extrêmement grave. Ce n'est pas grave. Mais la politique d'urbanisation, dossier qui était géré par le président désigné, que nous, on ne reconnaît pas légitimement, n'a pas été bien fait. Et là, on voit comment la faillite politique d'un système donne la faillite économique, et la faillite économique engendre une faillite technique. Donc là, et c'est ce qui est grave, et je termine sur ça, il faut vraiment qu'on commence maintenant pour comprendre la gravité de la situation, et j'espère que ceux qui ont la décision en ce moment, au moins regardent cette émission pour comprendre. Parce que moi, j'ai parlé de la faillite philosophique, qui engendre une faillite politique qui engendre une faillite économique qui engendre une faillite technique. Qu'est-ce qui vient après la dernière étape? C'est quoi? C'est l'effondrement de l'État. C'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut agir. C'est quelque part la thématique du sujet d'aujourd'hui. C'est pourquoi les Algériens ne s'étonnent-ils plus de l'aggravation du processus. J'aimerais aussi vous dire quelque chose avant de donner la parole à Idir. C'est que forcément un régime médiocrate, quand il fait faillite économiquement, forcément, il fait une faillite technique puisqu'il est incompétent et que ne maquiller son incompétence qu'avec l'argent et l'achat de la paix sociale. Tout à fait. Je ne vois pas en quoi on est en désaccord. Non, vous n'êtes pas en désaccord du tout. Non, on n'est pas en désaccord sur l'aspect politique, c'est sur l'explication qui dirait que, parce que le régime essaie toujours de donner... très complémentaire. Alors, je vais vous laisser écouter d'abord M. Zour avant de vous donner la parole. M. Zour, qui explique les inondations à sa manière. لازم نفهموا حاجة. الأمطار كمية الأمطار اللي المفروض تجي في الشهر جات في 10 دقائق أكثر من هذا. حاجة ما على بالكمش بها، البحر فاض، دونك البحر والسماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Il nous méprise. Hein. La pluie qui tombe en un mois, nous l'avons eu en 10 minutes. Vous imaginez un peu l'ampleur du mépris? Mais je vous en prie. Oui. Au-delà du côté technique et des avaloirs, je crois qu'il faut noter dans cette crise, il faut oublier la crise des grandes inondations de Bab el-Oued, 750 à 1000 victimes. 1000 victimes, un peu plus. 1000 victimes. Je crois que dans notre pays, on n'a pas cette culture du bilan d'abord. Le pourquoi. Pourquoi c'est arrivé? L'impéritie du gouvernement est actée là. Parce qu'il ne faut pas relier tout simplement à ces inondations où il n'y a pas eu beaucoup de victimes, celles qui sont parties, mais il faut véritablement acter sur la non-gouvernance. Et moi, je dirais, avant l'effondrement de l'État, d'une faillite totale. Idir, pendant que vous parlez, il y a des commentaires de nos amis qui sont en train de... J'aimerais que vous reveniez aux premiers commentaires et qu'on laisse défiler assez longtemps sur tous les commentaires qui sont longs. Où nous voyons des commentaires, mais je vous laisse poursuivre, Idir. Oui, ce que je voulais dire, moi je pense que au-delà de ce qui ne s'est pas fait, des choses qui n'ont pas été anticipées de manière technique, et ça, parce qu'on n'a pas la culture du bilan. Karim, justement, disait tout à l'heure, est-ce que ce peuple, est-ce que cette nation est frappée par la fatalité? Je veux dire, quand Karim disait tout à l'heure, c'est vrai que les incendies de Kabylie et d'autres massifs sur le territoire national ont montré véritablement que l'État n'est ni stratège, ni prévoyant, et qu'il n'arrive même pas à anticiper certaines crises. Le professeur que vous avez reçu à partir de Londres, mais si on devait revenir sur les aspects d'ordre stratégique, les stocks de médicaments stratégiques, est-ce qu'on les a? Les stocks stratégiques au niveau de l'alimentation, c'est toute une organisation de l'État qu'il faudra refaire et donner les moyens. Parce qu'évidemment, ces histoires d'inondation, ça pénalise économiquement, mais pourquoi? Est-ce qu'on a une culture du bilan déjà? Le souci, c'est ça. Qui est responsable?
À quel niveau l'État peut-il être condamné? Est-ce que les responsables rendent compte? C'est ça, c'est la culture du bilan. Et la culture du bilan, pardon, et la culture de rendre compte. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est justement, et c'est là où je ne comprends pas. Parce que tout à l'heure, vous faisiez allusion dans l'édito où on avait l'impression que la société est complètement, non seulement tétanisée par la terreur et la pression que met l'État et les services de sécurité sur les citoyens, mais à un moment donné, il faut qu'on redevienne un peu individu, on redevient un peu citoyen. Il n'y a pas que ça. Il y a l'école, il y a la précarité économique, et on n'avance pas sur ce côté. Où est la société civile qui peut? Parce qu'il faut dire une chose, l'État, dans ça, et je parle sous le contrôle un peu de Brahim, et l'État c'est une personne morale. On peut attaquer l'État en justice en disant vous avez failli. Et quelle suite on peut attaquer l'État en justice en Algérie? Non, pas en Algérie. Je dis en règle générale, à partir du moment où la notion d'État est... Dans un État démocratique. Voilà. Oui, là, je suis d'accord. Aller jusqu'à dire que, par contre, qu'il y a un effondrement de l'État, eux s'en fichent, parce qu'ils ont leur feuille de route jusqu'à fin novembre là, pour les élections, et après, ils ont normalisé le tout. Moi, ce qui m'étonne, et on en a dit un petit mot en off, vous et moi, c'est l'article 87 bis dans son arrêté, dans son décret d'application. C'est la dictature qui s'installe. Et toutes ces questions, et toute la société. Et le fait du prince. Oui. Le fait du prince. Oui, tout à fait. Il vous prend comme ça, il vous dit, vous êtes terroriste, vous allez en prison, et on vous saisit vos biens. Tout à fait. C'est tout ce périmètre-là d'abord qui nous tétanise tous, quelque part, nous sommes des êtres humains, qui tétanise les militants en Algérie. Comment vont-ils s'organiser? Et quand, à part deux ou trois personnalités qui se sont un peu exprimées, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'expriment sur la scène publique et politique algérienne. Je comprends la situation dans laquelle se trouvent tous les dirigeants politiques, toute la société civile autonome. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut arriver à prendre un peu de responsabilité, essayer de construire quelque chose, pas tout de suite, ça va mettre du temps. Et ce système-là, je vous le dis, moi je le pense sérieusement, j'ai un peu phosphoré personnellement dessus, c'est que ce qu'il y a de dramatique, et là j'ai pas envie d'appuyer là avec votre gravité de tout à l'heure, c'est que ceux qui réfléchissent pour nous, qui nous mutilent carrément, ils nous enlèvent le droit de penser. Au lieu de penser à notre jeunesse, de leur tracer les voies de leurs rêves, parce que c'est à eux qu'on s'adresse, de la génération de Karim et un peu plus âgés. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ceux qui détiennent le pouvoir réel, ceux qui sont dans le cœur du pouvoir, j'ai l'impression qu'ils n'ont ni projet, ni modèle de transition pour l'Algérie. Même si nous, pas nous, parce que nous, on est complètement largués, mais la jeunesse qui aura à charge d'aller vers la transition, parce que c'est inévitable, ils n'ont pas encore compris que c'est l'impasse historique pour ce pays si on ne revient pas à une histoire de compromis. Un compromis historique entre la jeunesse algérienne et le pouvoir. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons plus. Poser en termes clairs la subordination du militaire au politique, des choses claires, la nation, les libertés, structurer le champ politique, structurer le champ social, mais évidemment avec plein d'autres choses. Et il faut qu'on y arrive. Et il faut qu'ils aient aussi la pertinence lors de leurs projets, parce que ceux qui détiennent le pouvoir, il y aura une espèce d'élasticité dans le périmètre. Comme ils n'ont pas de projet, si ce n'est se pérenniser, comment vont-ils négocier? Jusqu'à quelle limite? Quelle est la porte de sortie? Ces questions-là doivent être prises en charge maintenant, Karim. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Oui, mais Idir, vous parliez très justement d'ailleurs de cette absence de compte-rendu, de responsabilité. Vous vous rappelez qu'en 2001, si je m'abuse, c'était Bab-el-Oued. C'était Bab-el-Oued. Il y a eu des centaines de morts. 750 à 1000. Et vous savez combien ils ont expliqué? Vous vous rappelez comment ils ont expliqué? Ils ont dit, oui, ce sont des grosses canalisations que nous avons dû boucher parce que les terroristes s'y réfugiaient. Tout à fait. Non, ils l'ont dit. Vous voyez un peu l'état de... Alors qu'ils auraient pu trouver une autre solution, mettre des grilles, par exemple. Non, eux, ils les ont bouchés au béton. C'est quasiment incroyable. Mais sinon... Ce que je voulais dire, juste pour terminer, si ça ne vous dérange pas, si ça ne te dérange pas, je t'adresse à moi, c'est de dire qu'on a une chance historique. Il faut que ceux qui détiennent ce pouvoir, encore une fois, regardent leur peuple, non pas avec du mépris, non pas avec de la condescendance,
dire que cette jeunesse mérite de construire son avenir. Vous ne lui avez pas laissé place à réaliser ses rêves, elle le fera elle-même. Mais c'est inévitable de passer par là. Et qui plus est, on évolue dans un environnement exécrable. La relation avec le Maroc hyper tendue, on est presque en casus belli, si j'ose m'exprimer ainsi. Partout, il y a des crispations, partout. Regardez ce qui se passe au Mali. Regardez la veste qu'a pris M. Lamamra quand il s'est improvisé médiateur avec le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie, où le journaliste, probablement égyptien, qui a reçu un bon de commande du maréchal Sissi, lui rentrait dedans en lui disant « c'est pas un problème politique, c'est un problème de vie ». Oui. Entre nous et les Soudanais, c'est 150 millions d'âmes. Et l'eau, c'est important. Oui. L'eau, c'est la vie. Et la légèreté avec laquelle. Nous, on a des problèmes en Algérie, on a une crise politique majeure. Monsieur Lamamra va s'occuper de la crise des autres. Alors, peut-être tour de micro, mais assez rapide, parce que nous avons d'autres thématiques à traiter. La pluviométrie. Oui. Quand on voit des images comme ça, elles sont impressionnantes. J'ai tendance à dire qu'il y a plus de 100 mm d'eau. Non, on avait oui, peut-être, mais quand même, l'eau, il y a la force de l'eau, on a vu la force de l'eau qui emporte même des camions, des voitures, etc. C'est énorme. Bon, non, c'est pas, je crois qu'il y a une réalité qu'il ne faut pas non plus minimiser. Oui, mais quand Zour, qui était le gouverneur d'Alger, il vous dit... Nous avons eu en 10 minutes ce qui d'habitude tombe en un mois. Oui, mais ça c'est exagéré. Comment ne pas réagir? Non, ça c'est exagéré aussi. Oui. Mais c'est aussi ne pas minimiser ce que nous voyons. Quand des voitures, des camions sont emportés par l'eau, ça veut dire qu'il y a quand même une force de l'eau qui a emporté des habitations et beaucoup d'habitations précaires, etc. Pourquoi? Il faut revenir en amont. C'est-à-dire que tous les textes que j'ai lus, tous les mémoires et les thèses que j'ai lus mettent en cause de façon sibylline, non pas les autorités politiques, bien entendu. Les entrepreneurs publics. Non. Privés. Non, l'État, mais il nomme l'État autrement. Ils disent qu'il y a la défaillance des réseaux d'assainissement, et les réseaux d'assainissement, c'est l'État. Oui. Bon, moi, j'ai par exemple ces propos tenus dans un mémoire par deux de nos compatriotes que je vais nommer d'ailleurs, Haboul Khadija et Sahraoui Hamel, qui ont fait un travail parce qu'elles sont architectes. Elles disent qu'il y a la défaillance des réseaux d'assainissement et de collecte d'eau pluviale, gonflement des oueds par les débris et les déchets, etc. etc. Bon, ce qui en sort de cette... Il y a plus qu'une défaillance, et vous en avez parlé tout à l'heure, parce qu'il y a de la corruption, parce qu'on a laissé construire ou donné l'autorisation de construire sur des zones dont nous savions et nous savons qu'elles étaient inondables. Oui. Parce que là, les pertes humaines que nous déplorons, parce qu'il y a beaucoup de pertes humaines, bien sûr des pertes matérielles énormes, mais parce qu'on a laissé construire dans les zones comme... Là, je te rejoins sur les problèmes techniques qui se posent à ce pays. Pas seulement des problèmes techniques. Il y a toujours des questions philosophiques qui se posent. Il y a toujours des questions politiques qui se posent. Il y a toujours des questions économiques qui se posent. Aujourd'hui, ne nous les découvrons pas. Les problèmes techniques se sont toujours posés depuis les industries industrialisantes, où quand une usine tombait en panne, on allait chercher l'expertise à l'étranger, au Japon ou en France, aux États-Unis. C'est que les questions techniques ont toujours posé des problèmes dans ce pays. Karim. J'aimerais que vous alliez assez vite parce qu'il y a... Je vais aller assez vite parce que déjà sur le fait d'Abrahim, moi vraiment, je ne vois pas en quoi vous voyez que je minimise la situation. Au contraire, moi je souligne la gravité parce que pour revenir à la pluviométrie, je vous garantis que ce sont des ressources, des chiffres avec des ressources. Et même si on va dire qu'il y a eu plus que ça, ce qu'on a vu après, lorsque vous voyez la force de l'eau emporter des voitures, c'est le propre d'une inondation. Si vous mettez une quantité d'eau et qu'elle devienne avec ce phénomène, c'est tout à fait normal que ça emporte des voitures. Ça ne remet pas en cause le fait que, naturellement, si vous voulez, la quantité en elle-même qui a eu lieu. Moi, je me souviens, il y a 3 mois, par exemple, pendant le mois d'août, il y a eu à un certain moment des précipitations très, très fortes à Paris.
j'étais dans ma voiture, il y avait mais vraiment d'un seul coup, il y avait vraiment une énorme quantité d'eau qui est tombée d'un coup, mais il n'y avait pas de... J'ai vu, le système d'assainissement fonctionnait très bien. Et on voit très bien une ville qui a eu une politique d'urbanisation correcte. Et en plus, il y a le grand fleuve, il y a la Seine qui traverse tout Paris. Donc, quand on a ce genre de phénomène, c'est la politique d'urbanisation qui n'a pas été faite correctement. Et c'est un gros problème. Oui, surtout que le président qui nous ont mis en place en ce moment, c'est lui qui avait ce dossier en charge pendant plus d'une décennie. Et pareil aussi, pour le problème technique, moi je ne dis pas que les problèmes techniques n'existent pas ailleurs. Mais en Algérie, il ne faut pas qu'à chaque fois on réinvente la roue. Je vous dis que ces problèmes-là, c'est des problèmes d'ingénierie. Et si on avait eu une politique d'urbanisation normale, on n'aurait pas eu à faire face à ce genre de problème. D'autant plus que... La politique d'urbanisation, d'abord, c'est une catastrophe. Il y a à boire et à manger dedans, et il y a des niches. Et d'ailleurs, il y a des niches de rente économique énormes. Ça, c'est un. Deuxièmement, pardon, juste Karim, pour essayer de couper la poire en deux, les problèmes d'ordre technique, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est-à-dire, je souhaiterais du moins, vous dites la même chose tous les deux. Mais je vais vous dire pourquoi j'insiste sur ça, pour vous dire que c'est grave politiquement. Oui, bien sûr. Parce que les réponses qu'apporte ce régime sont d'un autre âge. Je vous donne un autre exemple, l'exemple d'Air Algérie. Alors, qu'est-ce que propose le régime comme réponse? Qu'est-ce qui est à la faillite d'Air Algérie? Ils proposent, ils ont mis en place, et ils ont dit on va maintenant mettre la traversée par bateau. Ça se faisait au Moyen-Âge. Le bateau n'est pas un moyen de transport. Le bateau, normalement, c'est des croisades. Il n'y a plus aucun pays au monde. Croisières. Des croisières. Pourquoi pas les croisières? Le bateau est un moyen de transport. Avec les haragas, c'est des croisades. Attendez, non, ce n'est pas un moyen de transport par rapport à la demande du marché. Il y a eu en 2017... C'est surtout de transport de marchandises. Voilà, en 2017, pas de voyageurs, parce que le voyage, ça va durer une semaine. Pour faire l'aller-retour, on a besoin de 2-3 jours. Sur ce dossier, par exemple, il y avait en 2017 5 millions de voyageurs par avion. Et par bateau, il y avait 100 000. Donc si on propose aux Algériens maintenant de partir, de faire la traversée par bateau, vous voyez, c'est un système en faillite. Alors, très vite, Idir, parce que nous avons d'autres thématiques. Oui, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je dis uniquement, c'est que ces histoires d'urbanisation, il y a de la responsabilité. Si véritablement la responsabilité, pour moi la responsabilité de l'État et des institutions administratives de l'État est complètement engagée. Le souci, c'est qu'il faut créer des associations, comme pour les incendies, quand il y a ce qu'on appelle des événements peut-être exceptionnels et imprévisibles. Dans ce cas-là, oui, un séisme, on ne peut pas savoir à l'avance. Mais les incendies et l'État ne répond pas, comme l'a suggéré Karim, c'est quand même grave. Les inondations, on a l'expérience l'expérience malheureuse, évidemment, de 2001, les nouvelles inondations. Et puis en plus, imaginez tous les dégâts collatéraux, les malades qu'on ne peut pas évacuer, les gens qui ont... etc. etc. Moi, je pense qu'il faut carrément déposer plainte. Alors, très vite, Brahim Youssi, franchement, on a un peu débordé. C'est pas adressé à toi. Je crois que l'exagération, les choses sont suffisamment visibles et lisibles de ce qui se passe. Les Algériens savent ce qui se passe. Évidemment, et beaucoup de spécialistes le disent, qu'il y a plus qu'une défaillance de ce que nous appelons l'État. Les images sont là pour... Moi, je ne trouve pas du tout qu'il y ait exagération dans tout ce qu'on a dit. Pourquoi? Au contraire, Brahim Youssi, si on mettait tout à plat, nous n'avons pas dit, et là je vais peut-être exagérer, nous n'avons pas dit le millionième de la gravité. Je vous réponds. Je suis d'accord avec vous que l'exagération généralement dessert le sérieux et la crédibilité. C'est suffisamment grave. Non, mais on n'exagère pas. Moi, je suis intimement convaincu qu'il faut se mettre à l'échelle des événements. Le souci, c'est que la société algérienne doit impérativement prendre... C'est de l'ordre de la thématique que je vais vous demander d'aborder avec moi maintenant. Karim, vous qui n'êtes pas de notre génération, si je peux dire. Nous, on a connu une autre Algérie, beaucoup plus pauvre, beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardue, où les gens devaient vraiment compter leurs sous, où on connaissait le frigidaire qui devenait quasiment un membre de la famille, parce qu'on n'en changeait pas.
la télé qui avait quasiment un petit nom. On mettait dessus un vase avec des fleurs artificielles et un apron. On la chérissait, la télé. C'est exactement ça. Le fauteuil du papa, personne ne s'asseyait dessus. On avait une façon de vivre et on avait très peu. Les chaussures, on en changeait que quand elles devenaient trop petites pour nous, qu'on passait aux frangins qui venaient après. Et quasiment toutes les familles algériennes vivaient comme ça. Mais autour de nous, malgré la dictature, je le dis sous le contrôle d'un militant du MDA, dictature de Ben Bella et de Boumediene, En tout cas, une là, dictature quelque chose, atroce, je vous le confirme, c'est une dictature atroce qui empêchait les gens de respirer. Moi, je me rappelle que du temps de Boumediene, personne n'osait prononcer le nom de Ben Bella, Ben Mehidi, Karim Belkacem. Personne ne prononçait le nom. C'était interdit de dire le nom, même à la maison, à l'intérieur. Les gens avaient peur. Mais malgré tout, autour de nous, il y avait une vraie administration, de vrais magistrats, un vrai facteur qui arrivait toujours à la même heure. Les ascenseurs fonctionnaient, les bus étaient propres, les taxis aussi, les restaurants aussi, les avaloirs aussi. Moi, à Batna, je parle de Batna, par exemple, sous le contrôle des gens de ma ville. À Batna, je n'ai jamais vu une inondation hormis celle de l'Oued. Toute l'eau, et pourtant, à Batna, il pleuvait, il neigeait. Nous avions 3 mois de neige. Mais je n'ai jamais vu une inondation. Alors, et donc aujourd'hui, et c'est là où je voulais en venir, pardon pour ce long développement, c'est qu'aujourd'hui, les gens semblent être anesthésiés. Ils ne réagissent plus. Alors que comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes réellement au bord de l'effondrement. C'est quasiment palpable, quoi. Mais les gens, c'est comme s'ils étaient imprégnés, comme s'ils prenaient la chose tout naturellement. Est-ce que parce qu'ils n'ont pas connu autre chose? C'est la question que je veux poser. Ou est-ce parce qu'ils sont anesthésiés par la propagande du régime? Et je vous laisse en discuter. C'est un problème de génération, c'est vrai. Ce que vous décriviez pour notre génération, tout ça est juste et vrai. Mais je pense que nous aussi, on a péché, notre génération, on a péché à ne pas transmettre à la nouvelle génération. Il y a aussi quelque chose, M. Benchenouf, vous ne l'avez pas évoqué, c'est le rôle de l'école, qui formait des citoyens, qui était un lieu de savoir, qui n'était pas idéologisé. Les administrations non plus. La corruption, vous m'en avez parlé en off. La corruption, on en a parlé. C'est un élément fondateur aussi de la déliquescence de toute la société. Et cette nouvelle génération, elle a été victime de la première, de la nôtre, quelque part, dans une espèce de semi-faillite. On n'a pas su transmettre. Cette deuxième génération, elle a été violentée par des événements qui sont quand même importants. Il y a eu la décennie noire, il y a eu le printemps noir, il y a, tout en espérant qu'il y ait l'automne, un hiver relativement doux pour l'Algérie, qu'à partir de l'année prochaine, qu'il puisse construire l'alternative. Mais notre génération a failli aussi. C'est une génération qui a été élevée dans la violence, elle a été élevée dans l'intolérance, elle a été élevée dans l'irrespect. Elle a été élevée dans l'irrespect, je ne dirais pas familial, parce qu'on ne peut pas juger, mais en règle générale. C'est une génération, même d'un point de vue religieux, il y a eu quand même beaucoup de démagogie religieuse. Et les gens, et les jeunes, on leur inculque quelque chose qui pour moi je trouve ça triste. On leur apprend à craindre Dieu avant d'aimer Dieu. Dans le sens musulman du terme. Il y a eu ce que je pourrais appeler des déviances. Il y a eu, on a été désaxé pour plein de raisons. Les gens disent par l'école, ils n'en disent pas. Nous, à l'époque, on était un peu citoyens. Je suis désolé, quand un policier dans la rue nous appelait, il nous parlait d'abord poliment. Il nous parlait poliment. C'est toute une culture. C'était une altérité bien comprise.
Et moi, je dis, par rapport à la nouvelle génération, je pense que nous, on a aussi failli, mais le système a aidé à ce qu'on soit en faillite, nous aussi. Et nous sommes arrivés vers un individualisme grégaire. Pourquoi ceux d'aujourd'hui, Oui. ça veut dire la majorité, Oui. au moins 70% de la population, au moins, Oui, tout à fait. qui n'a pas connu la période où nous, on était enfants ou adolescents. Oui. Pourquoi cette société ne réagit-elle pas à l'urgence de l'effondrement, alors qu'elle est beaucoup plus mondialisée que nous n'étions. Elle a beaucoup plus accès à l'information. Mais c'est comme si elle était prostrée, anesthésiée, sidérée. C'est ça la question. C'est un phénomène de sidération. Moi, je parlais de notre génération. Vous avez dit notre génération. Pourquoi Oui. nous, on l'avait Oui, mais le plus important, c'est peut-être Karim. Cette nouvelle génération, je suis d'accord avec Oui. vous, hein, complètement d'accord. Mais cette nouvelle génération, elle a été intoxiquée. Elle a été Est-ce seulement pour ça? Oui, non, elle a été intoxiquée par plein de choses. Par plein de discours, hein, par la drogue. Il n'y avait pas de drogue. C'est vrai. Je suis désolé. Ouais. Il n'y avait pas de drogue. C'est l'évolution et ça, c'est le mauvais côté de la mondialisation. Mais la drogue n'est pas aussi répandue qu'on le pense. Non, quand je dis drogue, je ne suis pas là, je ne suis pas un expert à dire on consomme tant ou on... Ce que je dis, c'est qu'on est une société maintenant déstructurée. Et c'est pour ça que la jeunesse éclairée que nous avons, celle qui peut faire avancer les choses, on est obligé de mettre le paquet sur cette jeunesse. Karim, je me permets de donner la parole Aux sages. pour que la jeunesse réponde à la vieillesse. Brahim, rien à dire. Je n'ai pas encore parlé, mais Karim me répondra par anticipation. Et après, la vieillesse viendra au secours de son ami la vieillesse. Alors, allez. Il y a, je ne sais plus c'était quel philosophe qui disait il n'y a pas pire que de naître dans un désert. Et cette génération est une génération comparée à la vôtre. Pardon, c'est pas un philosophe, mais c'est pas Saint-Exupéry qui dira ça. Non. Certainement pas. Avec Le Petit Prince, Ouais. le roman le plus lu de l'histoire. Et donc cette génération, elle est issue, elle est née dans un désert parce que c'est une génération qui a comme référence, et ça c'est un problème majeur, qui a eu comme référence un système nihiliste. Nihiliste, pas dans le sens accepté généralement, mais dans le sens nietzschéen du terme. Et c'est là où je rejoins ce que disait Deïdé tout à l'heure. C'est-à-dire un système nihiliste qui propose par exemple le paradis en alternative à l'échec, à la misère terrestre. Par son discours, le discours qui est diffusé à travers l'école. Donc ce régime a nourri la population, a élevé la population avec une rhétorique de l'échec, du néant, de l'acceptation. Ça c'est d'un côté, ça peut expliquer beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, Djamel-Din, et c'est là que je vais être positif, peut-être c'est dû à mon âge, peut-être, mais moi je ne pense pas... Ah oui, Ça veut dire non, je ne pense pas, il ne faut pas être très dur avec cette génération en disant, je ne pense pas que le peuple, que cette génération est dans l'acceptation. Elle n'est pas dans l'acceptation. Regardez le 22 février 2019. Ouais. Par contre, il y a des mouvements. Le mouvement parfois en ce moment, le mouvement est en reflux. Mais ça ne veut pas dire que cette génération a accepté, ça ne veut pas dire que les Algériens ont accepté. Ce n'est pas possible. Regardez ce qui est en train de se faire dans les réseaux. Allez voir sur les réseaux sociaux. Il y a une répression féroce. On est en train de mettre en prison les gens pour des likes, pour des j'aime sur des publications. Mais entre-temps, les Algériens, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se réorganiser. Moi, j'ai beaucoup de connaissances que j'ai vues. Et elles ont changé leur pseudonyme sur Facebook pour passer à des pseudonymes un peu moins repérables. Ils passent à la clandestinité. Ils passent à la... Voilà, une forme de... C'est la force de la répression. Une force de clandestinité. Moi, je vous dis, ça ne s'est pas arrêté. Cette Bientôt, génération... je vais faire mon émission en cagoule, moi. Eh oui. Je vous dirai tout à l'heure quelque chose sur ça, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà, croyez-moi, qui m'ont déjà fait cette proposition. Est-ce que, bon? Oui, de faire des interventions dorénavant sur les réseaux sociaux avec... En cagoule, en masque. Donc, non, les Algériens, même historiquement, regardez, allons des millénaires en arrière, les Algériens ne se sont jamais soumis. Ils peuvent rester en attente un moment. Il y a la sidération, oui. Il y a l'attente aussi. Il y a l'observation. Mais ça va venir.
Ça va venir, ça n'est pas possible. Mais moi, on n'acceptera pas ça. Je pense que Ce qui manque après, je suis d'accord avec vous, et c'est là où, juste un instant, et c'est là où les réseaux intergénérationnels peuvent intervenir. Je vais vous dire en quoi. Ce qui manque actuellement, c'est, je dirais, une sorte de compétence, une culture politique. Par exemple, cette génération, elle souffre d'un manque de culture politique, par exemple. Et c'est là où le débat intergénérationnel pourrait vraiment apporter une valeur ajoutée au débat actuel et accélérer, outiller cette génération pourrait vraiment, voilà, les outils. De compréhension. De compréhension, bien sûr. Je ne veux pas être contradictoire pour l'être, mais je crois que cette génération a beaucoup plus lutté et lutte plus que la nôtre. Il n'y a pas de doute. Plus que la nôtre. Je vais vous dire. Non, mais attendez, je vais préciser quelque chose. Oui. N'oubliez pas ce que vous allez dire, comment dire, non. Moi, parce que peut-être que je me suis mal exprimé dans ma question, parce que je suis totalement d'accord avec vous et avec Karim. Moi, je n'ai pas dit pourquoi, je n'ai pas dit pourquoi cette jeune ne fait-elle pas de révolution, comme l'a fait le Hirak. Je dis pourquoi elle ne réagit pas à de telles catastrophes, j'allais dire de façon immédiate. Ne pas accepter, c'est pas seulement faire la révolution, c'est comment accepter une telle déchéance à la veille d'un effondrement attendu. Elle réagit, elle réagit, et là encore, je me suis... Et pardon de vous avoir interrompu. Il n'y a pas de problème. Avec Karim, moi je discute avec beaucoup de jeunes, et notamment mes neveux, certains que je ne connais pas. Je suis très surpris par leur culture politique, sincèrement. Je suis très surpris par leur culture politique. Par rapport à la nôtre, à notre génération, oui, c'est vrai que nous, on n'a pas été à la hauteur. Et très conscient de ce qui se passe et des enjeux. Ça, moi, je suis vraiment ébahi par cela. Moi, je suis moins sûr sur ça. Je suis ébahi par cela, je le dis, avec ceux avec lesquels je discute, y compris dans ma famille. Oui. Je suis très surpris par le niveau, la culture politique qu'ils ont et la sensibilité au problème. Pourquoi est-ce que les jeunes réagissent? Ne réagissent peut-être pas de façon manifeste à ce qui se passe, mais réagissent par la solidarité. C'est une autre façon de réagir politiquement. Est-ce que vous ne seriez pas en train d'embellir un peu non, pas du la tout. situation? J'exclus une certaine catégorie de nos jeunes, il y a une certaine catégorie de nos jeunes que j'appelle la catégorie ou la jeunesse de l'enseigne. Oui. Cette jeunesse qui s'est lancée dans le khfazisme. Pardon? Khfaza. Bon, mais il y a une jeunesse qui refusait, parce qu'elle était rebelle à ce système, et j'en connais beaucoup, qui refusait d'entrer dans le système corrupteur de l'enseigne. Et cette jeunesse-là, elle continue de lutter, y compris face aux catastrophes comme celle-là, mais elle réagit de façon solidaire avec les victimes et être auprès des victimes. Ça, c'est une réalité visible. Alors, Idir. Je suis un peu en désaccord avec Brahim. Pour une fois. Oui, pas souvent, mais ça mérite d'être signalé. Il a peut-être raison sur une partie de son exposé en disant les jeunes avec lesquels je corresponds, avec lesquels j'échange, ont une culture politique, ils sont conscients des enjeux, ils ont une perspective d'eux-mêmes et du pays, je veux bien. Mais la différence entre le fait de commenter, souvent je te dis, Brahim, quand on est tout seul, je te dis, il faut que cessent nos bavardages précieux, il faut aller au mode opératoire. Le mode opératoire, les vrais militants, c'est des militants comme Karim, qui doivent être en mode opératoire, qui doivent concevoir, et l'engagement politique dans notre pays. Je comprends les contraintes. Moi, j'ai vécu 61 ans de ma vie en Algérie, donc je viens de là-bas. Je peux vous dire une chose, tout dépendra, au-delà du projet, du niveau d'engagement et du niveau de détermination. Parce qu'il est temps que toutes ces forces latentes, les individus, les petits collectifs, fassent un travail de synergie sur une base commune ou qu'on peut définir sur la citoyenneté et commencer le travail. Ça peut se faire. Mais faudrait-il encore
Déjà, il y a des techniques pour ça. Déjà, alerter que ça va se faire afin qu'il soit protégé par le droit, par la loi. Et je vous laisse échanger entre vous. Allez-y, échanger. Mais de façon assez brève. Oui, bien sûr. Oui. Quand on voit ceux qui sont en prison, ceux qui ont été en prison, qui ont été libérés, ceux qui continuent à manifester, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Pratiquement tous ceux qui sont en prison, c'est des jeunes. Quand on voit que le pouvoir n'a pas dissous n'importe quelle association, il a dissous une association de jeunes. C'est dire que la jeunesse, cette jeunesse-là qui se bat, le pouvoir en a peur. Parce que c'est elle qui est en train d'apporter une lutte qui touche vraiment la cible. Il faut tout simplement qu'elle se mette en mouvement. On laisse parler le jeune. On va nous. J'aimerais bien continuer d'échanger comme ça, bâton rompu. Moi aussi, franchement, ça n'est pas pour contredire pour le plaisir de le faire, mais cette fois-ci aussi, je suis un peu proche de ce que disait Daïdir sur le fait de ne pas... donc, je ne suis pas très loin. Oui, et ce que disait aussi Ben Chennouf, c'est-à-dire il ne faut pas embellir trop les choses sur ce point, parce que nous, quand je parle de la nécessité d'un transfert générationnel en politique en Algérie, je ne parle pas de culture. J'ai bien précisé, j'ai dit en termes d'outils. Les militants, la jeunesse qui est actuellement engagée, moi, je suis sur le terrain. Parfois, on a une difficulté à tenir une AG. Parfois, on a une difficulté même à tenir une AG. Ici, ailleurs. Non, moi, je suis en contact. Je vous garantis que je suis en contact. C'est pas par rapport à l'administration. Ouais. C'est par rapport aux membres. Bien sûr. Donc, l'opportunité, l'outil. Parce que la politique, c'est quoi? C'est le compromis à un certain moment. C'est le consensus. Mais le consensus, il a ses outils. Et je pense que cette génération, c'est vrai qu'elle a accès à l'information, donc en termes de culture, les idées circulent. Mais en termes d'outils, je pense que ce transfert est extrêmement important. Et tout à l'heure, si vous me redonnez la parole, j'aimerais parler aussi de la solution à la situation actuelle. C'est-à-dire, pourquoi on est en train de militer? Par rapport à... Parce que ce qu'on ne voit pas actuellement, justement, la solution est aux mains de la jeunesse, mais aussi est aux mains de la génération d'avant. La crise technique, comme je l'ai expliqué, qui est le résultat de plusieurs faillites auparavant. La solution, et j'espère que ceux qui sont en train de nous regarder, ceux qui tiennent le pouvoir réel, si jamais il y en a, je m'adresse à leur fibre nationaliste, si jamais il y en a certains qui regardent cette émission, il n'y a pas de solution en dehors du rapatriement, en dehors d'une transition politique sérieuse et négociée qui permettra par la suite la mobilisation des compétences algériennes, des ingénieurs et des techniciens algériens qui sont à l'étranger pour venir au secours et à la sauvegarde de l'État algérien pour le relever. Je vous donne un exemple concret sur cette situation. Qu'est-ce qui marche? On a une seule chose qui marche à peu près correctement actuellement en Algérie, c'est quoi? C'est l'équipe nationale de football. Pourquoi? Parce qu'elle est tenue par un technicien. Voilà. Elle est importée et surtout parce que... Et le technicien est importé aussi. Celui qui la tient, Belmadi, est un technicien qui n'a pas été mais formé, ce sont des Algériens à part entière. Absolument, tout à fait. Voilà. Justement, tout à fait. C'est ce transfert intergénérationnel et aussi ce transfert territorial, ou comment on pourrait l'appeler, c'est-à-dire entre les Algériens de l'intérieur et ceux de l'extérieur, et la diaspora, qui pourrait faire bouger les choses. Et ce que veut dire Karim, en fait, parce qu'on en a parlé souvent, je crois que là, c'est pas tout à fait l'expression quand il dit que la diaspora va se mettre au niveau. Il y a, comme on l'a dit, et toi-même tu me l'as dit, des tas de compétences en Algérie. Ah oui. Oui, donc il ne s'agit pas simplement, le cas de Belmadi est assez, parce que le football est moi j'ai joué un peu au foot, donc je sais ce que c'est assez mobilisateur. Mais ce que veut dire Karim, c'est que la synergie entre toutes les compétences algériennes, qu'elles soient de l'extérieur, dans la diaspora, ou à l'intérieur du pays, c'est ce que tu m'as toujours dit, excuse-moi de déflorer nos discussions, la symbiose de tout ça fera en sorte qu'il y aurait peut-être, dans le cas de la transition, ce gouvernement économique commando, en attendant que
l'équipe au niveau de la présidence de la République, soit le président élu ou pas, s'occupe de la transition politique. Et c'est ce mix-là, ou d'autres qui vont arriver, d'autres discussions qui vont arriver et qui pourront faire. C'était juste pour apporter la précision, parce que les gens peut-être auraient... Et je vous remercie d'ailleurs pour avoir... Ce soir, ça va être la soirée ou l'émission des désaccords, entre guillemets. D'accord, des désaccords. Oui, absolument. Absolument. Là, je suis idéologiquement très opposé et fermement opposé à ce que le sociologue américain Burnham a appelé l'ère des managers. Belmadi, moi aussi, je l'apprécie, mais il reste technicien. Je crois que la primauté des primautés doit rester aux politiques. Et quand je parle de politique, je parle du peuple. Les technocrates, la technocratie ou l'ère des administrateurs, pour traduire Burnham, l'art des managers, l'art des administrateurs, est une ère qui a été utilisée ailleurs, et notamment en Union soviétique. C'est-à-dire que c'est là vraiment l'État, l'administration qui dirige. Or, aujourd'hui, à mon sens, ce dont nous avons besoin, c'est que le peuple soit au centre du politique. Et si, bien sûr qu'il faut faire confiance aux compétences, mais les compétences doivent travailler dans le cadre de la démocratie, j'allais dire populaire. Les compétences ne sont pas forcément des élites. Non. Mais c'est aussi... Je n'ai rien contre les élites, il en faut dans tous les pays. Sûr. Mais à la condition que les élites ne soient pas ceux qui décident. C'est la volonté populaire qui doit décider de ceux qui détiennent le pouvoir et qui doit détenir le pouvoir. Très vite l'un et l'autre. En désaccord avec Brahim, c'est la soirée. Oui. C'est vrai que la souveraineté populaire... Nous nous libérons les uns et les autres. La souveraineté populaire doit décider, ça paraît évident. Mais on ne peut pas, moi je connais ta sensibilité politique, donc je n'ai pas trop de soucis. On ne peut pas appliquer et dire que le peuple souverain, je suis d'accord, que le peuple doit être au cœur des préoccupations politiques des dirigeants, oui. Mais on ne peut pas capter de manière unilatérale et de manière uniforme les véritables demandes politiques du peuple. Donc il va falloir trancher sur la base de programmes politiques, dans le cadre d'un débat serein. Là, oui. Évidemment. Et j'ajoute aussi un point, c'est que je pense que, comme vous avez dit, ce soir, c'est la soirée des désaccords. Mais en fait, moi, j'ai pas parlé de l'ère, absolument pas, ni de l'ère des managers, ni du règne des administrateurs. Au contraire, si vous avez bien écouté mon propos, j'ai commencé par dire la solution politique, une transition politique. Et lorsque le peuple, dans la transition politique, aura le rôle de la légitimation du pouvoir, c'est-à-dire c'est le garant de la souveraineté. Lorsque la souveraineté sera transférée au peuple et à ses représentants, lorsque les représentants seront légitimes, ces représentants-là pourront, eux, mobiliser les compétences qui sont à l'intérieur de l'Algérie et à l'extérieur de l'Algérie. Et là, on va très vite, et je suis sûr de ça, très vite, on apportera des réponses très concrètes à la crise technique, aux problèmes d'ingénierie, aux problèmes de techniciens, parce que l'Algérie, elle pourra mettre en valeur les compétences de ses enfants, parce qu'il ne faut pas oublier, ces ingénieurs dont je parle, ces techniciens dont je parle, Belmadi, c'est avant tout les enfants du peuple. Très juste. Voilà. Alors, juste ça aussi, on a vu des enfants du peuple qui ont usé de dictature à l'égard du peuple. Absolument. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne crois pas que ce soit un mot... Même Tebboune est un enfant du peuple. Oui, absolument. Mais moi, c'est pas de... Absolument, mais moi, c'est encore une fois, c'est pas de ça que je parle. Je pense que normalement, mon propos a été... Absolument, non, j'ai bien compris. Là-dessus, on est d'accord avec ce que tu viens de dire. Là, il n'y a pas de désaccord, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, il y a un sujet très intéressant, ce sera l'objet de la fin de cette émission, le dernier tour de micro. Les Algériens de la diaspora sont en train de se mettre d'accord pour réaliser une très grande manifestation le 31 octobre, veille du 1er novembre, et le choix aurait été décidé de manifester le 31
octobre qui est une journée fériée, comme le 1er novembre, qui est la fête de la Toussaint. Mais ils ont opté pour le 31 octobre. Pourquoi ? Pour envoyer un signal fort à l'Algérie, pour dire aujourd'hui, nous marchons à Paris, en attendant que vous, demain, vous marchez dans toute l'Algérie. Donc, je vous laisse en parler, ce sera le dernier tour de micro. Je pense qu'il vaut mieux que tu clôtures et tu donnes toutes les infos. Moi, je dirais que cette marche doit être encouragée. J'appelle tous les citoyens algériens qui résident en Europe. Les trajets sont très courts, les prix sont abordables, pas comme ceux d'Air Algérie, à venir manifester massivement, d'autant que ce sera une petite réponse à la souillure dont a été victime le 1er novembre pour avoir organisé le scrutin de la réforme de la Constitution. Et c'est tout ce que j'ai à dire, j'en dirai pas plus. Souillure, vous avez dit magnifiquement bien. C'est une date que l'on ne partage pas. Absolument. Je suis désolé. Ils ont souillé le 1er novembre avec ce référendum scélérat. Tout à fait, tout à fait. Brahim Younsi. Le 1er novembre est, pour diverses raisons d'ailleurs, pas seulement parce que c'est le déclenchement de la révolution libératrice, mais aussi elle a constitué deux ruptures. La rupture avec l'ordre colonial, mais aussi la rupture, il faut le dire, avec l'ancien monde politique algérien. C'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper. Donc, pour cela, le 1er novembre a une charge symbolique extrêmement forte. Extrêmement forte. Et c'est aussi la raison pour laquelle elle nous engage, cette date nous engage, et nous devons effectivement être très mobilisés pour honorer la mémoire et ce qui est daté comme le début de l'indépendance de l'Algérie. C'est une date fondatrice pour nous. Oui, absolument. Je suis très heureux de voir qu'on termine sur un accord et sur un accord majeur. On ne peut pas ne pas l'être. Tout à fait. C'est un feu d'artifice. Et bien, vous voyez, comme le 1er novembre nous a rassemblés et nous a mis tous d'accord en ce moment même sur cette thématique, oui, absolument, comme Daïdir, moi j'appelle tous les Algériens, où qu'ils soient, en Europe et dans le monde. Je peux vous dire qu'il y a des Algériens au Canada qui ont déjà fait leur réservation pour venir. À venir à Paris le 31 octobre prochain, donc ça sera un dimanche. Le départ sera de place de la République à 14h. Et c'est une occasion historique pour arracher, comme ont fait nos frères en Algérie, cette date symbolique du main de ce régime, mais aussi pour crier à la face du monde entier. Et à Paris, croyez-moi que ça a une signification extrêmement importante, que les Algériens, nous sommes indéfectiblement attachés à notre terre patrie. Et que même si nous n'habitons pas l'Algérie, c'est l'Algérie qui nous habite. Nous la portons, elle coule dans nos veines. Et c'est ça la particularité des Algériens. Nous avons la fibre nationaliste dans le sang. Et c'est pour ça qu'il faut être à Paris dimanche prochain. Juste un mot. Et là, voilà un autre point d'accord. On termine par ça. Les Algériens doivent effectivement arracher cette date du 1er novembre 1954 au pouvoir qui s'en sert. Comme il a enlevé au pouvoir la date du 17 octobre. Parce que la date du 17 octobre aujourd'hui, les autorités officielles, entre guillemets, notamment en France, ne peuvent plus l'utiliser parce qu'elle a été récupérée par la population, par le peuple. Il faut absolument récupérer cette date du 1er novembre. Merci Brahim Younsi, merci Dirou Nouroun, merci Karim Naïtou Slimane, merci Chaban Qassi. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, salama.